Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. Toutes les semaines, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau des femmes libanaises au parcours remarquable. En effet, la femme libanaise joue aujourd'hui un rôle incontournable dans tous les secteurs du pays, qu'elle soit juriste, économiste, médiatrice, médecin, journaliste, artiste, femme politique, chef d'entreprise, à la tête d'une association jeune ou plus âgée. Nos invités ont toutes en commun d'être fortes, passionnées et de briller dans tous les secteurs. Notre invitée de la semaine est Maya Brahim Shah, fondatrice de l'ONG Beit El Baraka et de l'entreprise sociale Kanz. Merci Maya d'être avec nous aujourd'hui. Dans Une femme, une histoire, vous avez lancé Beit El Baraka en 2019, en février 2019, quelques mois avant l'explosion, on va dire, économique du pays. Comment l'aventure a commencé? C'était deux coïncidences qui sont arrivées simultanément. Donc déjà, je sentais que le pays allait mal parce que je suis assez proche des gens que je côtoie dans tous les secteurs de ce pays. Et je me rendais compte que ça n'allait pas du tout et que c'était un peu de la poudre aux yeux, tout ce qu'on voyait les quelques dernières années. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait éventuellement exploser. Je n'imaginais pas autant, mais je sentais qu'il y avait un mal-être qui datait depuis très longtemps et que les responsables, malheureusement, ne voyaient pas. La deuxième coïncidence, c'est une rencontre avec une femme, une retraitée, qui justement était professeure de français pendant 42 ans et qui, à l'âge de la retraite, évidemment, a tout perdu. Et j'avais un sentiment de honte parce que justement, je ne savais pas que les Libanais dans le secteur privé, justement, étaient privés de leurs droits, à tel point que beaucoup se retrouvaient à la rue. Là, on parle quand même des années 2000, 2010, 2015, 2020. Ça a toujours été comme ça, mais on ne le voyait pas, on ne le savait pas. Et vu que les Libanais ont ce degré de dignité qui est quand même insensé, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, c'est bien d'avoir de l'indignité. Ils souffrent en silence. Mais voilà, d'un autre côté, bon, c'est un peu exagéré. Et donc, quand j'ai rencontré cette dame, c'est là où tout a changé. Et j'ai décidé de me lancer avec elle dans cette aventure, de commencer à aider justement ces personnes âgées qui sont comme elle, des gens qui ont contribué à l'essor économique du Liban à un moment donné ou à un autre. Et avec beaucoup de dignité, aujourd'hui, ils se retirent de la société, mais ils sont vraiment dans une situation absolument désastreuse. Je vais vous donner un exemple. Les gens qu'on allait visiter, que ce soit dans les quartiers de la banlieue de Beyrouth, il y a Mkelm Zaytoun, Nabra, Ras Beyrouth, on allait vers Jdeïde, Daoura, etc. Et puis, bon, ça a beaucoup grandi. On a commencé à visiter les grandes villes comme Saïda, Tripoli, Tyr, etc. On a vu des choses, mais incroyables. Par exemple, la personne qui m'a marqué le plus, c'est une dame qui habite peut-être un 2 mètres par 2. On a à peine de quoi lui mettre un lit. Et en fait, tout ce qui est dans l'appartement, c'est des bouquins, des livres. Par exemple, elle avait, je me souviens, juste en dessous de son matelas, donc le sommier du lit, c'était des bouquins. Il y avait les frères Karamazov. Oui. C'est des livres qui sont quand même très difficiles, très... je ne sais pas, c'était très émouvant. Vous décidez donc de vous consacrer à ces personnes âgées qui très souvent ont travaillé toute leur vie pour arriver en fin de parcours dans des conditions très très difficiles. Comment ça s'est passé en pratique? Qu'est-ce que vous leur offrez? Alors, il y a une chose qui est très importante. Avant de décider quoi leur offrir et comment le leur offrir, il fallait voir comment déjà dire à ces gens qu'on venait les aider. Parce que la plupart n'ouvraient pas la porte quand ils savaient que c'était pour de l'aide. Une autre catégorie de ces gens-là avait besoin d'être accompagnés, ils avaient besoin de parler. Donc il y a eu beaucoup de psychologie avant. Moi, je devais me protéger émotionnellement parce que c'est très difficile. Parce que déjà, c'est un choc, vu que j'ai grandi dans un pays où on nous a menti pendant au moins les 30 dernières années. À la sortie de la guerre jusqu'à 2019, on a vécu un gros mensonge qui a soudain explosé devant moi quand j'ai commencé à visiter toutes ces familles. Donc j'avais
déjà, je devais bien vivre cette période. Mais on le rappelle, c'était avant la Révolution Oui. et puis la crise qui a Oui, suivi. Donc c'est ça qui c'était est… 9 mois avant la Oui, oui. Révolution. Donc déjà, je devais moi-même faire mon mea culpa, d'avoir vécu toutes ces années sans voir tous ces gens autour de moi. Et la deuxième chose, c'était aussi de pouvoir intégrer ces gens, d'intégrer toutes ces émotions, d'intégrer tout ce milieu qui rentre dans ma vie et qui maintenant c'est une partie intégrante de ma vie. Donc, ce qu'on a mis en pratique, en fait, c'était tout d'abord le titre de la dignité. Donc, on a décidé d'offrir à ces gens un supermarché gratuit. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'il faut donner aux gens la liberté de choisir. Quand quelqu'un choisit, c'est qu'il est libre. Et quand il a sa liberté, c'est qu'il a sa dignité. Et tout commence par là. On leur donne des cartes. Dans ces cartes, il y a des points. Avec ces points, ils viennent, ils choisissent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à n'importe quelle heure. On est ouvert comme un supermarché normal. Ils arrivent à la caisse. Et puis la caisse, bien sûr, c'est la caisse centrale qui est reliée au grand dépôt qu'on a. Au début, ça avait commencé juste avec un petit dépôt tout mignon. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 4000 mètres carrés de dépôts qui, aujourd'hui, malheureusement, sont vides. Pourquoi? Parce que le Moyen-Orient et le Liban ne sont plus la priorité. Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, le monde nous a oubliés. Et donc, toutes les associations aujourd'hui souffrent d'un manque de produits alimentaires absolument catastrophique. C'est vrai qu'on va s'en sortir. Je suis extrêmement optimiste parce que j'attends cette période depuis 4 ans. Donc, je sais qu'on est… ça y est, on y est presque. Mais bon, pour passer le cap, ça va être très compliqué. Et donc, après le supermarché, quelques mois après, la révolution a commencé. Et c'est là où, à force de me prévenir, mon mari m'a vraiment inquiétée en me disant que bientôt, il n'y aura plus de dollars. Et quand il n'y a plus de dollars, évidemment, il n'y a plus d'import. Et c'est là où l'autre grand chiffre a explosé. Le Liban importe 80% de sa nourriture. Ça vous prouve le manque de vision, le manque de planning, le manque de tout ça. Et donc là, ça a été le deuxième choc. Il fallait vite commencer à faire quelque chose. Quelle serait l'alternative? Pour ne plus être dépendant, en fait, des donations. Oui. Voilà. Et donc, on a commencé à planter. Bon, ça prend beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, on plante 500 000 mètres carrés de terrain agricole biologique. Un peu partout au Liban? Partout. On est à la Beka, on est dans le nord, on est à Artaba. Mais bon, pour que la terre donne, il lui faut du temps. Et là, on arrive à produire 21 tonnes de fruits et légumes par saison. On a à peu près 200 kilos de produits laitiers par jour. On distribue 40 000 repas chauds par an. Ça couvre combien de familles? De personnes, on va dire, pas de familles? Ça dépend parce que nous avons 4 secteurs différents. Donc, on a le secteur alimentaire qui couvre un certain nombre de familles, dont 65 ONG qui viennent prendre leurs besoins en nourriture de notre dépôt central. Ensuite, on a le supermarché, la pharmacie. Ensuite, on a le département de réhabilitation des habitations insalubres. Et on a le département de l'éducation. En tout et pour tout, aujourd'hui, la database de Beit El Baraka compte plus de 226 000 personnes. Le chiffre est très grand. Ça, moi, je veux juste revenir pour qu'on revienne un peu à l'évolution. Donc, vous décidez de commencer à planter pour essayer de contourner un peu, pas de contourner les donations, mais d'éviter d'avoir toujours cette dépendance. Voilà, être dépendant du dollar et des donations. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, on a commencé à remarquer que les personnes qui venaient chez nous, la plupart du temps, avaient les mêmes symptômes. C'était les poumons très lourds et des douleurs articulaires extrêmes. Et évidemment, pas de médicaments, pas d'assurance, pas de couverture sociale. Et donc, on s'est lancé dans cette pharmacie extraordinaire. C'est une pharmacie qui est magnifique. Elle est toute belle, elle est comme le supermarché. Les gens viennent chez nous avec leurs prescriptions. S'ils n'ont pas de prescription, parce que ça coûte très cher aussi d'aller chez le médecin, on leur donne accès à 21 dispensaires et 12 hôpitaux qui font partie du lot d'organisations que nous aidons. Et donc, ils ont accès aux soins médicaux là-bas. Ils reviennent chez nous avec la prescription, on leur donne le médicament et on enregistre tout ça chez les autres pharmacies avec qui on travaille. Mais ça doit être, est-ce qu'on est toujours là en train de parler des personnes âgées? Oui, oui. Là, on était encore avec les personnes âgées. Ensuite, et là, c'est comme ça que le troisième département a commencé. Le fait d'avoir tout le temps des gens qui ont des problèmes articulaires et des problèmes de respiration
on a décidé d'aller voir ce qui se passait chez eux. Et là, c'était contrôlable parce que les nombres le nombre qu'on avait était encore un nombre plutôt modeste. Donc, c'était quelques milliers de personnes qui étaient vraiment dans le secteur du Grand Beyrouth. Et on a commencé à visiter des maisons pour comprendre ces grands malades qu'on a qui n'arrivent plus à respirer, qui ont ces problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'était les maisons, justement. C'était des petites chambres dans lesquelles il y a des dégâts des eaux qui sont incroyables, très insalubres. Il n'y a pas du tout ni d'électricité, donc pas de chauffage. Et donc, il y a l'humidité qui est dans tous les murs et la moisissure qui, justement, commençait à attaquer le système respiratoire. Et donc, on a créé un troisième département pour subvenir à leurs besoins, qui est le département de la reconstruction. On a commencé à traiter les dégâts des eaux, on a commencé à reconstruire les murs, parce que la plupart vivaient dans des appartements qui n'avaient même pas de toit, c'était juste des petites tuiles et des... C'est dramatique. Et c'est des personnes qui sont trilingues et qui sont aussi éduquées que vous, moi et nos parents. Voilà, ça c'est le respect que nos dirigeants ont pour nos retraités. Voilà. Donc, et ensuite, bon, il y a eu le 4 août. Et c'est là où tout a changé. Le 4 août, on était déjà quand même à 126 000 familles avant le 4 août. D'accord, donc déjà le chiffre est assez... il y a quand même 126 000 personnes qui ont travaillé dur toute leur vie, qui arrivent en fin de parcours et qui n'ont rien. Oui. Alors, à l'époque, on était à 126 000. Là, on est à 200. Bon. Et en fait, le premier saut dans ce nombre, dans ce chiffre, c'était évidemment après le Covid. Donc, c'est là où on a remarqué que le nombre de familles que nous aidons a dépassé les 100 000 et on avait un peu paniqué. Et donc, on s'est apprêté à ce que ça grandisse encore plus parce qu'on a compris que les choses allaient de mal en pire. Quand il y a eu le 4 août, on avait uniquement le supermarché. Donc, on n'avait pas de bureau, on n'était pas assez nombreux, on était 5 ou 6 employés, c'est tout. Enfin, il y avait 5 ou 6 employés. Moi, je suis employée, mais je n'ai pas de salaire. Donc, je n'avais à charge que 5 salaires à payer et c'était... It was manageable, comme on dit. Oui. Soudain, le 4 août, c'était pas possible ce qui s'est passé. En fait, Beit El Baraka est devenu comme un Emergency Relief Center. Et donc, on avait tous les gens qu'on aide du côté de Jaïta, Ouirmel, Fassouh, Jumaïz et Marmkhaïr, qui sont tous venus chez nous parce qu'ils ne savaient plus où aller. Et qu'ils ont l'habitude de travailler avec vous et de bénéficier de votre soutien. De notre supermarché. Et je vois tous ces gens, en fait, du 4 août au soir jusqu'au 7 ou 8 août, il y avait une file qui commençait à Kerm Zaytoun et qui finissait à la place Cécine. Et donc, on a la police locale qui est venue nous aider à arranger un peu tout ça. Et on a enregistré les demandes. Donc, il y a des gens qui disaient où ils habitaient, ce qu'ils ont eu, les blessés, etc. Et on a commencé à faire un recensement. En 18 mois, on a pu finir avec, évidemment, une équipe qu'on a dû monter en 24 heures. On a monté une équipe de 372 personnes, des corps de métiers différents pour la reconstruction. Et on a réparé en 18 mois 3011 appartements, 686 petits commerces, surtout les commerces des vieillards, parce que ça, c'est leur seule source de revenus, et les commerces des femmes, évidemment. On a réparé 7 écoles, une partie d'un hôpital, 12 façades d'immeubles, les grands immeubles autour du jardin des Jésuites, et 21 maisons classées. Maintenant, le budget qu'on a reçu pour les maisons classées, c'est un budget qui était spécifiquement pour les maisons à caractère traditionnel. Donc, cet argent nous a été donné uniquement pour ces maisons-là. Et en les réparant, il y avait justement une de ces maisons qui est absolument magnifique. Pour moi, c'est le plus bel immeuble de Beyrouth, c'est la maison Tabbal. Et donc, on a proposé aux propriétaires de faire un genre de troc avec nous. Et donc, en échange des réparations, ils nous donneraient le premier étage. Et ça s'est très bien passé. On a pris l'étage, on l'a réaménagé. Mais là, on ne savait pas encore exactement quoi faire avec. Mais pendant la période de la reconstruction, donc on était uniquement à 3 départements qui sont
l'alimentation, le médical et la reconstruction. Entre-temps, il y a eu plus de monde qui ont bénéficié, puisque oui. Après l'explosion, il y a probablement les familles des personnes âgées qui se sont rapprochées. Et vous, en parallèle, vous avez réussi à récolter des fonds pour pouvoir faire face à cette demande. Au début, beaucoup. Franchement, il faut absolument reconnaître et tout le temps rappeler et le dire à voix haute. Aucun peuple au monde n'aurait fait ce que la diaspora libanaise a fait pour son pays. Personne. Je crois que cet élan de solidarité qu'il y a eu et cette rapidité, franchement, c'est pas pour rien qu'on dit que le Libanais est vraiment exceptionnel et différent de tous les autres peuples. Quand il est à l'étranger, beaucoup plus que lorsqu'il est au Liban. Oui, c'est pour ça que j'ai dit la diaspora. Tout à fait. Voilà, donc on a reçu les fonds qu'il fallait. On avait déjà commencé une partie de la reconstruction à 3,8 millions de dollars. Okay. On a même fait un audit sur la qualité du travail versus l'argent qui a été dépensé. Et franchement, c'était exceptionnel. Le ratio était bon. Il était plus que bon parce qu'on a pu négocier beaucoup de in-kind donations. Donc, on recevait beaucoup de ciment, beaucoup de peinture, beaucoup d'outils. Ça a réduit les coûts et donc, du coup, vous faisiez plus de lots à réhabiliter parce que vous aviez plus d'argent quelque part. Exactement, exactement. Et donc, pendant cette période de reconstruction, il s'est passé quelque chose. C'est qu'en visitant ces appartements, à chaque fois que je faisais une tournée dans des immeubles, je me rendais compte qu'il y avait des enfants qui étaient juste assis là, à ne rien faire. Les bras croisés, pas d'électricité, pas de télé, pas de Wi-Fi, pas d'école. Et là, on était déjà en octobre, novembre, décembre. Et à chaque fois que je demandais aux parents pourquoi vos enfants sont à la maison, ils me disaient tous la même chose. On n'a pas les moyens de remettre nos enfants à l'école. Nos écoles sont payantes. Et on n'a plus les moyens, notre argent est coincé en banque, etc. C'était tout le temps la même chose. Et là, ça m'a affolée. J'ai été voir le board et je leur ai dit, il faut absolument ouvrir un département d'éducation. Évidemment, ce n'était pas du tout le mindset. Personne ne pensait à ça. Pour eux, l'éducation, maintenant, ce n'est pas la priorité. Et j'ai reçu des commentaires très violents. Ce n'est pas le moment, le pays est en décomposition, les gens sont morts. Et je leur disais, écoutez, ça c'est un département, si je ne vais pas l'ouvrir, je vais arrêter Beit el-Baraka. J'étais aussi entêtée à le faire, et heureusement qu'on l'a fait, parce qu'on a finalement, jusqu'à aujourd'hui, on a payé 11 600 scolarités, on a payé 7 200 salaires de profs, dans 99 écoles à travers tout le Liban. Ce sont des écoles publiques ou privées? C'est des écoles privées et semi-privées. Pourquoi? On va parler d'un sujet qui est un peu délicat et que beaucoup de gens n'aiment pas discuter. Et si on en discute, on devient raciste, on devient machin. Bon, mettons les choses au clair. Aujourd'hui, le Liban est une terre d'accueil. On a toujours été une terre d'accueil depuis des milliers d'années. Mais aujourd'hui, si le Libanais lui-même n'est pas à l'aise, n'est pas en sécurité, comment va-t-il être prêt à recevoir ce flux de population? Il y a eu un mouvement de population, en fait, qui s'est jeté sur le Liban. Et qui est l'équivalent en nombre de la population libanaise. Presque, oui. Presque. On n'est pas loin. On n'est pas loin, exactement. Donc, moi, je veux bien aider tout le monde. On est dans l'humanitaire. Je suis quelqu'un d'humanitaire, je ne fais pas de travail social, je ne suis pas dans la politique, je le fais parce que j'aime mon pays, parce que c'est un devoir, parce que je suis patriote. Et voilà, je suis passionnée par le Liban et j'en ai rien à cirer de ce que les gens vont dire. On a un problème très grave aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec les réfugiés qu'on n'arrive pas à aider parce que personne ne nous aide à nous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec deux populations très fragilisées. Qu'est-ce qu'on fait ? Les aides internationales sont en train de venir un peu plus aux réfugiés. C'est vrai. Est-ce que ces écoles sont privées ou publiques? Je vous dis qu'elles sont privées. Pourquoi? Parce que justement, les écoles publiques sont fermées aux enfants libanais. Les enfants libanais n'ont pas le droit d'aller à l'école, alors que d'autres enfants ont le droit, qu'ils soient syriens, pakistanais, anglais, américains, je m'en fous, c'est pas le point. Pourquoi les enfants libanais n'ont pas accès à l'école? Pourquoi les malades libanais n'ont pas accès à l'hôpital? Pourquoi le vieux Libanais n'a pas de pension? Pourquoi en hiver, les Libanais n'arrivent pas à acheter du mazout et du fioul?
alors qu'il y a cette aide, mais qui va uniquement à une certaine population. Pour revenir un peu à l'ONG qui augmente en fait le nombre de chantiers qu'elle a en rajoutant l'éducation après la crise du 4 août. Aujourd'hui, combien de départements vous avez exactement? Alors, dans Bet el Baraka, il y a les 4 départements, Oui. qui sont donc l'alimentaire, le médical, la reconstruction et l'éducation. Mais arrivé à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va continuer à faire? Servir 4% de la population constamment en nourriture, en légumes, en médicaments. It's not sustainable. Ce n'est pas pérenne, c'est sans vision. Surtout que certains ne veulent pas être assistés. Pas du tout. Ils ont une certaine dignité où ils se disent on est prêt à travailler, on ne veut pas tout le temps recevoir, on veut produire aussi. Et donc justement, c'est en me basant sur ce que vous dites, on a remarqué quelques cas de gens à qui on a donné des microcrédits. Donc $500 par-ci, $200 par-là, $800, dépendamment de leur savoir-faire et de leur potentiel. En donnant ces microcrédits, on s'est rencontré que ces gens-là ont pu monter une petite affaire et n'avaient plus besoin de nous. Donc on a aujourd'hui, vous allez vous balader dans beaucoup de quartiers, vous allez remarquer qu'il y a des petites épiceries qui s'appellent Dekken El Barake. Et en fait, c'est plein de gens à qui on a donné de l'argent pour démarrer un petit business et qui soudain se sont retrouvés avec une très belle petite épicerie et qui s'occupent aujourd'hui de la scolarité de leurs enfants, ils payent leur loyer, et ils sont très bien, ils viennent nous rendre visite. Il y a même des gens à qui on a payé la scolarité des enfants, qui sont revenus chez nous 1 an plus tard pour nous rembourser. Vous avez lancé l'entreprise sociale Kenz. En fait. Voilà. Et elle consiste en quoi exactement? Alors, quels sont les métiers que vous soutenez? Ce sont tous les métiers d'art, donc ça peut être l'art culinaire ou l'art artisanal. D'accord. Et donc, on s'est dit, puisque nous avons aujourd'hui cette énorme database et on veut créer des métiers, créons les métiers qu'il faut. Donc, on ne va pas s'amuser à créer des métiers qui, en fin de compte, ne vont servir à personne. On n'a pas envie de barder nos bénéficiaires en diplôme et puis qu'ils se retrouvent au village en train de vendre leur monnaie sur le trottoir. On a décidé de faire les choses différemment. D'abord, on a commencé par les statistiques. Où sont les potentiels? Quels sont les potentiels? Qui sont les marchés qui seraient intéressés par quelque chose produit au Liban? Quel genre d'export on peut faire? Où ira le Liban si on s'aventure dans ce domaine ou celui-là? Et bref, c'est en construisant ce tunnel qu'on a pu voir la lumière au bout du tunnel et on fonce. On fonce malgré tous les problèmes qu'il y a. Et donc on s'est dit, avant de nous lancer, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'artisanat, de la production. Pourquoi le Liban n'exporte pas toutes ces choses magnifiques qu'on voit partout, à Harrods, au bon marché? Pourquoi nous, on n'est pas là-bas alors que d'autres pays qui produisent des choses très similaires, par exemple le cuivre indien est partout, la raffia du Cambodge, je crois, elle est partout. C'est la grande mode maintenant. Mais on fait aussi beau et même plus beau. Pourquoi on n'arrive pas à exporter? Et là, on a commencé à se dire, bon, le savoir-faire est en danger. Il y a aujourd'hui, enfin, ils avaient recensé dans le temps, ERP, ils avaient trouvé qu'il y avait à peu près 9000 artisans au Liban. Mais ceux qui travaillent vraiment et qui ont toujours ce savoir-faire et qui veulent continuer, ils se comptent sur les doigts de 2 mains. Ça, c'est les grands. Et il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, pour transmettre ce savoir-faire, il faut aussi le transmettre dans les nouvelles tendances. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Moderniser les techniques, en fait. Voilà. Le problème, c'est que nos artisans ont travaillé jusqu'en 75. En 75, ils se sont arrêtés. Pour ne reprendre qu'après la guerre. Pour ne reprendre que 30 ans après. Avec des techniques qui sont d'avant 75. Aujourd'hui, ils font le nahat un peu à l'ancienne, ils font un truc qui ne se vend plus. Et venir dire à un homme de 75 ans, 80 ans, qui est quand même un maître de son art, là, il faut changer parce que le design a été introduit, ça, pour lui, c'est une insulte. Bon, ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est venir dire à nos jeunes aujourd'hui de la grande famille de Bet el Baraka, venez, on veut vous apprendre un métier d'art. Il va me dire, c'est la réponse qu'on entend tout le temps. D'accord. Quelle est la solution? La solution, justement, c'était de faire les choses à l'envers. On a ouvert la boutique, on a fait le branding, on a créé the brand, le produit. Ce produit, aujourd'hui, a une renommée.
on a commencé avec la mounée. La mounée est très facile parce que c'est une technique qui est là, il y a la recette. On ne peut pas rater. Quand il y a la recette, il y a les certificats, ça marche. Et donc, on a déjà fait beaucoup de métiers en mounée. On commence à exporter. On est à peu près dans tous les pays du Golfe. On commence l'Europe, bientôt les États-Unis. On attend juste notre licence. Parce que c'est très compliqué d'exporter tout ce qui est alimentaire. Très compliqué. Il y a des normes en Europe, aux États-Unis. Donc, que le Liban ne respecte pas dans la plupart du temps. Donc, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais bon, on arrive à nous en sortir et on commence à exporter. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est de voir toutes ces dames de toutes les régions libanaises, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, druzes. Elles sont épanouies, elles sont libérées. C'est très important. C'est des femmes qui aujourd'hui décident à la maison. C'est des femmes qui mettent le pain sur la table et qui sont un exemple pour leurs enfants. C'est ça qui est très important. Donc, quand un enfant grandit en voyant son père maltraiter sa mère, décider pour elle, etc., c'est un enfant qui va reproduire le même schéma. Bien sûr. Alors qu'un enfant qui a une mère qui travaille et qui est indépendante, les femmes représentent quand même la moitié de la société libanaise. Oui. Il faut que tout le monde se mette au boulot. Et les études sont claires. Quand les enfants voient leur mère travailler, les filles notamment, elles font pareil. Maya, j'avais une question. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a trop de diversification dans ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas, parfois on grandit et après on choisit quelles sont nos priorités et on réduit de nouveau? Est-ce qu'il y a ça ou vous sentez que vous avez les capacités, sachant qu'il y a de moins en moins de donateurs pour soutenir la capacité de continuer? Vous sentez que vous pouvez continuer en ayant tellement de secteurs que vous couvrez? Quels sont vos projets pour le futur? Il y a deux réponses. La première, c'est une réponse à une question qui est pourquoi on a dû diversifier autant? Parce qu'on a dû suivre les urgences qu'il y a eu. Donc, en l'absence d'un gouvernement responsable qui puisse immédiatement prendre des décisions, couvrir son peuple, etc., évidemment, il faut que le secteur privé réagisse. Et nous, en tant que secteur privé, ce qu'on a fait, c'était uniquement du emergency response. Donc, il y a le Covid, on est là. Il y a l'explosion, on est là. Il y a la chute du secteur éducatif, on est là. La chute du secteur médical, on est là. On a quand même cette database de gens qu'on ne peut pas laisser. Il faut voir loin pour ne pas justement se dire on a trop grandi, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens? Non, on est responsable de ces gens et on n'a pas le choix. We cannot retract. Moi, je ne peux pas venir dire aujourd'hui j'ai changé d'avis, je n'ai plus envie. C'est comme des parents qui disent on n'a plus envie d'élever notre gosse. On a eu 5 gosses, on ne voulait que 3. Ce n'est pas un choix. Le Liban ne vous laisse pas le choix. C'est comme ça, on continue jusqu'au bout. Mais c'est l'année la plus difficile. Je n'ai jamais vu une année aussi catastrophique. Et comment vous récoltez tellement? Parce que quand on grandit, on a plus de responsabilités, mais on a plus de dépenses. Et donc, du coup, comment vous récoltez vos fonds? Ce n'est plus comme avant. Avant, on avait des budgets qui allaient entre 2, 3, 4 millions de dollars, parce que c'était vraiment les périodes où tout le monde parlait du Liban. Là, on est dans une situation mais absolument catastrophique. Il y a plusieurs façons de nous soutenir. Donc, pour les gens qui sont là, qui veulent soutenir mais qui n'ont plus aujourd'hui d'argent, ils peuvent envoyer de la nourriture, des médicaments. Même si un médicament a été déjà utilisé mais n'est pas périmé, on le prend. Donc, les personnes qui n'ont pas les moyens peuvent aussi soutenir par des donations en nature. Voilà. Sinon, pour ceux qui aimeraient nous soutenir financièrement, et ça c'est très important bien sûr parce qu'on a beaucoup de factures d'hôpitaux à payer, on a les écoles à payer, on a les training sessions pour transformer nos bénéficiaires en producteurs, ça aussi il faut le payer. Et donc là, ils peuvent faire des donations directement sur notre site et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc vous pouvez envoyer votre donation uniquement pour l'éducation ou bien uniquement pour l'alimentaire. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une branche aux États-Unis, donc on a le 501c3 pour ceux qui veulent déduire de leurs taxes, ainsi qu'en Australie aussi. Ça, c'est très important. Ça va encourager les personnes qui nous regardent de l'étranger. Maya, on peut discuter longtemps de tous les projets de Beit El Baraka. Il y en a tellement. On vous souhaite bonne chance. Pour finir, Beit El Baraka, en un seul mot, une seule phrase. La Providence. Merci beaucoup. C'était Maya Brahim Shah, fondatrice de Beit El Baraka et de l'entreprise sociale Kenz, une des plus grosses associations aujourd'hui au Liban, dans Une femme, une histoire. Suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.